Bonjour, je suis ravi de vous retrouver pour Monde Numérique, l'hebdo du 1er juillet 2023. Au sommaire cette semaine, la loi sur la sécurisation d'Internet, cyberharcèlement, protection des mineurs, on verra ça en détail avec Lisa de Bernard qui a suivi ça de près. Dans l'actu également, peut-être bientôt un géant français du numérique, le groupe Symphonium, créé par Octave Klaba, qui ne ménage pas ses efforts pour devenir un vrai poids lourd du secteur. Et puis les vieux smartphones qui dorment dans nos tiroirs intéressent les opérateurs européens qui lancent une grande campagne de récupération. Du côté des interviews de la semaine, on va s'intéresser à un thème très lié aux technologies, le secret. Le secret à la DGSE, la surveillance extérieure du territoire, qui recrutait récemment à Vivatech. Le secret dans la correspondance par mail avec la société spécialisée Proton. Et le secret des faux profils sur les réseaux sociaux, les fameux bots, un phénomène effrayant qui prend de l'ampleur, nous dira un spécialiste. Bienvenue, c'est parti. Monde numérique, Jérôme Colombin. Monde numérique, c'est chaque samedi des news et des interviews consacrées au meilleur de la tech, parfois aussi au pire. Merci pour vos messages, pour vos commentaires, notamment à travers le petit sondage que je vous propose depuis quelque temps sur mondenumérique.info. Vos réponses sont très instructives. Alors, il y a pas mal de remarques concernant notamment la répartition entre les différents contenus que je vous propose. L'hebdo version longue sur Apple Podcast, les interviews en version intégrale. Tout ça convient très bien à certains, un peu moins à d'autres. Pas facile de satisfaire tout le monde, forcément. Alors, pour plus de clarté, récemment, notamment, j'ai changé l'intitulé des épisodes sur votre appli de podcast. Vous l'avez peut-être constaté. J'espère que c'est plus clair. En tout cas, on fait au mieux pour satisfaire le maximum d'entre vous. Encore un mot, je vous invite à vous abonner à la newsletter de Monde Numérique que j'essaye d'enrichir chaque semaine. La newsletter qui propose donc le sommaire de l'épisode hebdo, les news de la semaine, des infos sur les invités avec des liens, des images, plus de détails. Donc, pour vous abonner à cette newsletter, c'est simple, vous allez sur mondenumérique.info et il y a juste votre adresse mail à déposer dans le formulaire. L'actu de la semaine. Et l'actu de la semaine, c'est avec Lisa de Bernard. Salut Lisa. Salut Jérôme. Alors, on en parlait déjà il y a quelques semaines, mais c'est un dossier qui mérite qu'on se penche dessus à nouveau. Le très technique projet de loi visant à sécuriser l'espace numérique, un projet voulu par le nouveau ministre du numérique, Jean-Noël Barrot. Eh bien, il poursuit son petit chemin parlementaire et ce texte a passé cette semaine l'étape de la commission spéciale du Sénat, préalable à la discussion proprement dite. C'est un projet de loi hétéroclite qui s'attaque en fait à plein de sujets. Et il y a notamment la fameuse question de la protection des mineurs contre les sites pornographiques. Oui, et c'est l'Arcom qui va s'y coller. L'autorité de la régulation du numérique et des télécoms aura 6 mois, si la loi est adoptée en l'état, pour trouver et imposer une solution technique aux sites pour adultes. La grande question, c'est comment contrôler l'accès pour interdire les sites aux mineurs tout en respectant l'anonymat des adultes. On verra donc ce que l'Arcom nous sortira de son chapeau comme solution technique. L'enregistrement de la carte bancaire sera peut-être obligatoire. En tout cas, une fois que ce sera défini, les sites qui ne respecteront pas les obligations pourront être bloqués et déréférencés. Voilà, puis on parle aussi beaucoup de ce système de double anonymat. Voilà, donc il y a un volet technique, un volet juridique. Lisa, autre visée de ce projet de loi, la lutte contre le cyberharcèlement. Et ça pourrait passer par une mesure de bannissement des réseaux sociaux pour les cyberharceleurs, un bannissement qui pourrait aller de 6 mois à 1 an. Et à ça, l'un des rapporteurs du texte propose d'ajouter un nouveau délit, l'outrage en ligne, et d'élargir les motifs de bannissement, par exemple aux dénonciations calomnieuses, aux outrages sexistes et sexuels ou encore à la corruption de mineurs. Ce n'est pas tout. Le projet de loi veut également s'attaquer aux jeux du Web 3. Plus spécifiquement aux JONUM, les jeux à objets numériques monétisables. Cela inclut par exemple les NFT revendables et ça concernerait notamment l'un des leaders du secteur, le français Sorare. Et ça fait grincer des dents puisque les règles pourraient s'avérer moins contraignantes que pour les jeux d'argent et de hasard comme les paris sportifs ou encore le poker en ligne. Et toutes ces dispositions, elles doivent être encore discutées au Sénat puis à l'Assemblée nationale.
Voilà, donc il y a encore un petit parcours à suivre, mais c'est un gros morceau, surtout si tout cela entre en vigueur. Il y a une mesure alors qui, elle, a été votée à l'Assemblée. C'est intéressant également cette semaine. Les députés ont voté la majorité numérique en France, qui est donc fixée à 15 ans. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'en dessous de 15 ans, eh bien, les enfants auront désormais besoin de l'autorité de leurs parents pour s'inscrire par exemple sur un réseau social. Voilà, ça part sans doute d'un bon sentiment, mais ce sera probablement assez difficile à appliquer techniquement, là encore. Autre sujet, un géant européen du numérique va-t-il voir le jour ? Dirigé par Octave Klaba, le patron d'OVH, l'hébergeur du nord de la France, l'entrepreneur guitariste. En tout cas, il y travaille d'arrache-pied, Octave Klaba, et il vient de confirmer que pour cela, il allait notamment racheter cet été le moteur de recherche français Qwant. C'est un projet ambitieux et qui pèserait lourd dans la balance de la souveraineté numérique. Un projet de plateforme numérique baptisé Symphonium. Symphonium qui devrait réunir tout un tas de services numériques européens basés sur le cloud, notamment le moteur de recherche Qwant, qui n'a jamais réussi à s'imposer malheureusement. Également intégré à cette plateforme, on aurait Shadow, le pionnier du cloud gaming, racheté en 2021 par Octave Klaba. Aujourd'hui très orienté sur la location de PC virtuels dans le cloud pour les entreprises. Toujours est-il qu'Octave Klaba et son frère ne cachent pas leur ambition de concurrencer les services cloud de Google ou Microsoft. Ils disent même vouloir intégrer tout l'écosystème de la tech européenne dans l'aventure. Voilà, joli projet, ambitieux, on lui souhaite plein de bonnes choses à Octave Klaba si ça marche. Et puis au passage, en ce qui concerne Qwant, on peut dire que c'est quand même ce qui pouvait leur arriver de mieux, de se faire racheter comme ça. On a tous dans nos tiroirs de vieux téléphones dont on ne sait pas quoi faire. Eh bien, les opérateurs mobiles européens ont décidé de se mobiliser. Ils veulent récupérer ces vieux appareils pour les recycler massivement, Lisa. Oui, et il y a du travail puisqu'il y aurait 5 milliards de téléphones inutilisés dans le monde. C'est énorme. Et l'opérateur français Orange et le suédois Tele2 ont eu l'idée de lancer une grande campagne de récupération et de recyclage. Au total, ce sont 12 opérateurs européens qui vont y participer. Objectif, recycler 100% des mobiles collectés. Et il faut dire que ces vieux appareils, en fait, ça représente une véritable richesse. Puisqu'en recyclant 5 milliards de téléphones, il serait possible de récupérer jusqu'à 8 milliards de dollars de minerais, or, argent, cuivre, palladium et autres terres rares. Et une fois récupérés, oui, c'est assez fou. Une fois récupérés, tous ces matériaux, ils pourraient servir à fabriquer de nouveaux appareils. On sait que ce qui pollue le plus dans le numérique, en fait, c'est la fabrication des terminaux. Et donc, un smartphone reconditionné aurait un impact environnemental inférieur de 87% à un smartphone neuf. Et par ailleurs, ces opérateurs se sont également engagés à recycler au moins 20% des smartphones neufs qui seront vendus d'ici à 2030. Très bien. Mais en ce qui concerne les vieux, c'est vrai que souvent on a du mal à s'en séparer. On les garde, certains en tout cas les gardent presque par nostalgie. Moi, j'ai pas envie de rendre mon tout premier iPhone. Mais c'est fou parce qu'on est finalement assis sur un tas d'or, d'or même, d'argent, de cuivre, etc. Mais là, c'est pas nous qui allons en profiter puisque avec ça, il y a quand même, on le voit, des visées mercantiles. Les opérateurs vont donc probablement revendre ensuite toutes ces matières premières pour refabriquer des terminaux. En tout cas, c'est une belle initiative. Merci beaucoup, Lisa de Bernard, qu'on retrouve chaque semaine dans Monde Numérique pour l'actu. Et je te dis donc à la semaine prochaine. Merci Jérôme, à la semaine prochaine. L'innovation de la semaine. L'innovation de la semaine, c'est une chanson, mais pas n'importe laquelle, une chanson des Beatles qui devrait voir le jour cette année grâce à l'intelligence artificielle. En tout cas, c'est ce qu'a annoncé Paul McCartney sur la BBC. Les Beatles vont enregistrer une nouvelle chanson avec la voix de John Lennon, pourtant décédé en 1980. Pour cela, il va utiliser un enregistrement de la voix de Lennon. Il pourrait s'agir d'une chanson écrite par Lennon en 1978 qui s'appelle Now and Then. John Lennon avait enregistré ce morceau peu de temps avant sa mort. Mais le problème, c'est que la qualité du son n'est pas très bonne. Il y a notamment une ronflette électrique à l'arrière quand on tend l'oreille. Il y a déjà eu une tentative de récupération de cette chanson en 1995, mais ça n'avait pas vraiment marché et donc il n'y avait pas eu de suite.
Aujourd'hui, grâce à l'intelligence artificielle, il serait possible d'aller beaucoup plus loin et véritablement de récupérer la voix de John Lennon, de la séparer de la musique et de la rendre pure et utilisable afin de pouvoir mixer une version audible. Alors en attendant, la chanson existe, on peut la trouver sur YouTube dans sa version originale et elle est très belle. I know it's true. It's all because of you. Voilà, Now and Then de John Lennon qui pourrait reprendre vie prochainement d'ici à la fin de l'année, apparemment. Alors ce n'est pas la première fois que les ex-Beatles font appel à la technologie. Déjà à l'époque, dans leurs derniers albums, le Double Blanc ou Sgt Pepper, il y avait beaucoup d'expérimentations techniques, mais à l'époque c'était en analogique, on était bien avant les ordinateurs. Plus récemment, McCartney, qui se dit assez intéressé par toutes les possibilités de la technologie numérique, a fait un duo virtuel avec Lennon lors d'une tournée, et puis il a même remixé en son surround l'album Revolver l'année dernière. Donc maintenant, voilà, on attend avec impatience la future toute dernière chanson des Beatles, parce que là, ce sera vraiment la dernière. Les Beatles qui se sont séparés il y a maintenant 50 ans. Monde numérique, le meilleur de la tech. Les interviews de la semaine de Monde Numérique à présent. C'est donc une thématique spéciale secret que je vais vous proposer, avec tout d'abord cette interview exceptionnelle d'un responsable de la DGSE. On va parler également d'un service de mail et de calendrier sécurisé, et puis du phénomène assez inquiétant des bots, les robots qui hantent Internet et notamment les réseaux sociaux. Les versions intégrales des interviews qui vont suivre sont à retrouver dès à présent dans la version premium de l'hebdo sur Apple Podcast, ou bien la semaine prochaine, à partir du 3 juillet, en épisodes séparés sur toutes les plateformes de podcast. Pour commencer, on repart un instant au salon Vivatech qui se tenait à Paris à la mi-juin. Quand on visite les allées de Vivatech, on ne s'attend pas forcément à tomber sur des espions, des vrais. En tout cas, sur un stand de la DGSE, la Direction Générale de la Sécurité Extérieure. Alors, attention, interdiction de prendre des photos, pas de nom de famille, mais beaucoup d'échanges avec les visiteurs, car si la DGSE est à Vivatech, c'est parce qu'elle s'intéresse évidemment de très près à la technologie. Et elle recherche également du monde. La DGSE recrute. Si une carrière dans le renseignement vous tente, écoutez, ceci va vous intéresser. Bonjour Charles. Bonjour. Vous êtes responsable technique au sein de la DGSE. On n'en dira pas plus. Exactement. La technologie et la DGSE, c'est quoi ? C'est comme dans le Bureau des légendes ? Alors, il y a effectivement des morceaux comme le Bureau des légendes, mais ce qu'on voit moins dans le Bureau des légendes, c'est tout le travail de préparation et tout le travail de sécurisation de ce que nous faisons, puisque l'ADN de la DGSE, c'est travailler dans tout ce qui est clandestin. Notre but, que ce soit dans le domaine technique ou autre, c'est de rendre possible ce qui normalement est impossible. Donc ça va toucher plein de domaines, ça va du quantique jusqu'au forensique, jusqu'à l'électronique. Donc il y a énormément de domaines. Est-ce que, comme dans le Bureau des légendes, vous pouvez entrer dans n'importe quel smartphone ? Alors évidemment, vous imaginez bien que je ne vais pas vous donner les détails, mais comme je viens de le dire précédemment, notre but c'est de rendre possible ce qui n'est pas. Et donc effectivement, on a des équipes qui travaillent sur la mise au clair de tout ce qui est chiffré. On a des équipes qui travaillent sur la mise en place de pièges, de balises. Et également, on travaille aussi à essayer d'atteindre la donnée là où elle est en clair, parce que c'est quand même le meilleur moyen de l'avoir non chiffrée. Alors, quand on va sur le site de la DGSE, ou même ici sur votre stand, on voit des offres d'emploi. Ça veut dire que vous recrutez, vous cherchez des talents. Alors, on recrute plusieurs centaines de personnes par an, et notamment au sein de la direction technique et de l'innovation, dans tous les domaines, dans le domaine cyber, dans le domaine informatique, dans le domaine des réseaux, dans le domaine de l'électronique, dans le domaine de tout ce qui est communication numérique, hyperfréquence, le domaine radio au sens large, des chimistes également. Voilà, on a toutes les facettes de la science sont représentées chez nous, parce que c'est rarement un dispositif tout seul qui nous permet d'atteindre notre but, mais c'est la combinaison d'un certain nombre de solutions qui fait qu'on est efficace. Quel type de profil vous recherchez ? Alors, on cherche avant tout des gens qui sont curieux, qui ont envie de servir leur pays évidemment,
puisqu'il y a un certain nombre de contraintes liées au secret de notre activité, à la discrétion qui nous est imposée. Mais c'est des gens qui ont une aptitude à travailler en équipe et puis évidemment qui ont les compétences dans le domaine pour lesquels ils sont recrutés, que ce soit, je le répète, en cyber, en informatique, en forensique, en crypto. Voilà, des gens qui ont un background académique et ou un background d'expérience antérieure dans une plus ou moins grosse entreprise, mais quelqu'un qui peut nous apporter à la fois des savoir-être et des savoir-faire. Est-ce que vous arrivez à séduire, par exemple, des jeunes qui sortent d'école, parce que on sait que dans ces milieux-là, dans ces métiers-là, on peut très vite avoir de très belles propositions, de très bons salaires, de très belles perspectives de carrière. Est-ce que vous pouvez offrir la même chose de la part d'un service public ? Alors, on a des salaires qui sont ce qu'ils sont, mais qui ne sont pas du tout déshonorants sur la place de Paris. En revanche, ce qu'on peut leur apporter en plus, c'est la question du sens. C'est de savoir qu'en venant chez nous, ils vont contribuer à renseigner nos autorités, à participer à déjouer des attentats, à dynamiser un certain nombre de pans de notre activité française. C'est peut-être moins ce qu'ils feront dans une entreprise privée, même s'il faut évidemment des talents dans les entreprises privées. Et souvent, les jeunes, notamment les jeunes ingénieurs, sont attirés chez nous par à la fois les moyens techniques qu'on peut être amené à mettre en œuvre, les capacités de calcul, par exemple, pour les crypto-mathématiciens, mais également le fait qu'il y a une excellence technique dans beaucoup d'équipes, et donc ça les tire vers le haut. Donc ça veut dire que vous avez des moyens, vous estimez avoir des moyens que, par exemple, on ne trouvera pas forcément dans le privé, en termes de puissance d'ordinateur? Oui, alors on a des moyens, je parlais des moyens de calcul, mais aussi des moyens en termes de réseau, ainsi de suite, qui sont considérables, que le contribuable français nous a donné. Donc on veille à ce que ça soit utilisé au mieux possible. Et puis on a aussi des moyens que nous donne la loi pour agir, qui sont des moyens très très contrôlés, mais qui nous permettent d'exercer notre action dans des bonnes conditions. Comment être sûr, malgré tout, que vous n'allez pas trop loin? Qu'est-ce qui me garantit que la DGSE ne va pas m'espionner moi, par exemple? Alors, c'est une excellente question. Donc, la DGSE a des pouvoirs exorbitants, vous l'avez compris, dans ses moyens et ses capacités d'action. Et en revanche, elle est parfaitement soumise au cadre de la loi de 2015, qui a bien cadré toute notre action. Et en particulier, on a la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement, la CNCTR, qui est dans nos murs au maximum tous les 15 jours et la plupart du temps, toutes les semaines, tous les 10 jours, pour contrôler que ce que nous faisons est conforme au cadre de la loi. Donc on est peut-être l'administration la plus contrôlée de France. En tant que citoyen français, vous pouvez être rassuré sur ce plan-là. Donc en principe, vous ne faites pas n'importe quoi, parce qu'on sait qu'il y a eu du passif aux États-Unis, la NSA, etc. Exactement, tout est parfaitement tracé. Ces traces sont à disposition de la commission de contrôle qui vérifie qu'on n'intercepte pas notre gendre, nos enfants, le conjoint. Donc tout ça est que chaque action très, très est motivée, s'inscrit dans le cadre d'une mission particulière. Dans un certain nombre de cas cadrés par la loi, il faut une demande particulière. Cette demande donne lieu ensuite à un contrôle. Oui, il peut y avoir des hackers qui ne seront pas poursuivis par la justice chez vous. Oui, alors justement, les hackers, ça fait partie des gens qu'on recrute, comme vous le disiez, pour aller chercher les informations là où elles sont en clair, là où elles sont plus facilement utilisables et exploitables. On ne va pas recruter des fous. On ne va pas recruter des gens dangereux, mais on va recruter des gens qui ont cette âme de hacker, donc à la fois la compétence technique et également un côté un peu fouineur, quelqu'un qui va essayer de trouver des modes opératoires pour rentrer là où normalement on ne peut pas rentrer. Merci beaucoup, Charles. Ce sera votre nom pour cette interview. Merci beaucoup. Je rappelle que vous représentez la direction technique de la DGSE. Merci à vous. Parfois, les espions sont du bon côté, et puis parfois, ils sont dans le camp adverse. Du coup, pour certaines personnes, le risque de voir leur conversation interceptée est un vrai problème. Et puis il y a ceux aussi qui veulent se protéger des regards curieux des géants américains, Google, Microsoft, etc., dont on utilise généralement les services d'email. Eh bien pour cela, il existe des messageries sécurisées qui affirment garantir une totale confidentialité. C'est le cas de la société suisse Proton, créée en 2014.
suite aux révélations d'Edward Snowden à propos des grandes oreilles de la NSA. Proton revendique aujourd'hui 100 millions d'utilisateurs dans le monde. J'ai eu envie d'en savoir plus. Bonjour David Dudoc-DeWitt. Bonjour Jérôme. Vous êtes Growth and Product Lead, alors ça veut dire, je sais pas en français, chef produit et développement, c'est ça? Oui, c'est à peu près ça, responsable produit et développement, on peut le dire. Chez Proton, en charge du mail et du calendrier, des produits mail et calendar notamment. Proton, qui est donc une société basée en Suisse et qui se fait fort depuis plusieurs années d'offrir aux internautes un service de messagerie que vous présentez comme sécurisé, ultra sécurisé. De quelle manière est-ce que vous garantissez cette protection de la vie privée? Nous avons une technologie de chiffrement de bout en bout. Alors, ça peut faire peur parfois, on se dit ouf, ça a l'air compliqué. Mais finalement, ça nous permet de garantir que nous, Proton, nous pouvons jamais lire les emails de nos utilisateurs. Et c'est quelque chose, une technologie qu'on a dans chacun de nos produits. Les calendriers aussi sont protégés. Les fichiers qu'on met sur nos services sont protégés aussi. Donc ça, c'est une part. L'autre part, c'est l'aspect de confiance. On ne demande pas à nos utilisateurs de nous faire confiance, mais on est open source. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que toutes nos applications sont à code ouvert. On n'a rien à cacher. Tout le monde peut aller voir les codes qu'on utilise pour offrir ce chiffrement. Et donc, des experts nous recommandent aussi sur la base de ce code ouvert. Et finalement, je dirais la dernière partie, c'est l'emplacement en Suisse, dans un cadre juridique qui est très respectueuse des données privées. Et c'est une des raisons pourquoi on est ici, pas seulement pour le chocolat, les montagnes et les jolis paysages. Qui sont vos utilisateurs? À qui s'adressent vos services? Nos services sont pour toute personne pour qui la protection des données privées est importante. Et c'est intéressant parce que ça, c'est quelque chose qui devient important pour le plus grand nombre. Il y a quelques années en arrière, peut-être vous demandiez dans la rue si la protection des données privées était importante, peut-être qu'il y aurait eu des réponses hésitantes parce que Facebook, les grands services sur Internet, tous se servaient beaucoup des données des utilisateurs pour fonctionner. Mais aujourd'hui, la tendance est vraiment différente. Nos études montrent que 9 personnes sur 10 valorisent la protection de leurs données lorsqu'ils souscrivent à un service en ligne. J'imagine que les gens qui viennent aussi, c'est pour se protéger, y compris de l'espionnage de manière plus traditionnelle, en fait, non? Oui, tout à fait. En fait, nous avons beaucoup de personnes exposées dans des contextes politiques, des activistes, des journalistes, des personnes avec des métiers dangereux qui utilisent ProtonMail pour protéger leur communication. Et avec le chiffrement de bout en bout, c'est garanti. Donc, non seulement nous ne pouvons pas lire ces communications, mais tous les intermédiaires ne peuvent pas non plus. Donc, les gouvernements, les fournisseurs d'accès à Internet, les serveurs intermédiaires pour les emails, tout cela n'ont pas accès aux communications. Et c'est extrêmement important pour cette audience qui est plus sensible. Mais puisqu'on est dans ce sujet-là, comment est-ce que vous faites quand vous avez malgré tout des réquisitions de la part de la police ou de la justice dans le cadre d'enquêtes judiciaires? Parce que ça arrive. Oui, tout à fait. Alors, ce qui est important, c'est que Proton n'est pas un havre de paix pour les criminels. Nous retirons régulièrement des utilisateurs qui ne respectent pas les conditions d'utilisation des services ou qui ne respectent pas la loi. Et en ce qui concerne la collaboration, bien sûr, nous respectons le processus judiciaire suisse comme toute entreprise suisse. Mais cela dit, ce qui est probablement le plus important, c'est que nous minimisons au maximum les informations que nous avons sur nos utilisateurs. Des activistes, vous avez reproché, je crois, il y a quelques années, d'avoir transmis à la police française des adresses IP. Pas les contenus des messages, mais des adresses IP. Oui, effectivement. Alors, là encore, Proton opère dans le cadre de la loi et on est soumis à des lois suisses qui sont plus respectueuses de la vie privée. Et la seule chose, finalement, que ce cas a prouvé est que le chiffrement de bout en bout, ça marche. On était incapable de donner à la police des infos qu'ils n'avaient pas déjà. Et si l'activiste avait utilisé un autre service, ça aurait été toute une autre histoire. Mmh. Le fait que vous soyez en Suisse, c'est important. On sent qu'il y a plusieurs entreprises suisses qui misent et mettent en avant la confiance. Oui, c'est vrai. La Suisse est un contexte stable historiquement.
et aussi dans le cadre juridique. Je dirais que ces deux éléments ensemble font que ça a une valeur ajoutée pour les personnes qui nous choisissent. Alors, vous l'avez dit, il y a un serveur de mail, il y a maintenant un gestionnaire de mots de passe, il y a un carnet d'adresse aussi, je crois, un calendrier, un VPN, etc. Tout ça est traité de la même manière avec du chiffrement de bout en bout. Oui, tous ces services ont les mêmes hautes exigences de chiffrement de bout en bout. Et c'est une garantie. Notre but, en fait, c'est d'exceller dans ce qui est la protection des données privées, mais aussi la sécurité. Et ça se fait avec le chiffrement de bout en bout. Ça se fait aussi avec ce qu'on appelle le Zero Access Encryption, qui garantit que les données qui sont stockées sur nos serveurs ne sont pas accessibles, en fait. Donc, même dans l'éventualité où un jour on se fait hacker ou un tiers a accès à nos serveurs, ce sera impossible de lire ces données. Vos serveurs se trouvent où? En Suisse? Nos serveurs se trouvent, nous avons des serveurs en Suisse et aussi dans quelques autres pays en Europe qui ont aussi un cadre réglementaire important. Mais finalement, ce qui est important ici, c'est que comme c'est du chiffrement de bout en bout, où que soient nos serveurs finalement, les données ne peuvent pas être décryptées. Et la deuxième chose importante, c'est qu'aussi, même si on a des serveurs dans d'autres pays, c'est aussi nous respectons toujours le cadre judiciaire suisse et pas celui de tous les autres pays. C'est pas le cas. Ouais. Donc, si vous avez des réquisitions venant des autorités françaises, européennes, américaines, vous estimez que vous n'êtes pas tenu d'y répondre, en fait? C'est ça, ils doivent passer en fait par les autorités suisses. Et si c'est une demande valable, donc on analyse tout ça. Si ça respecte toutes les hautes conditions pour qu'on puisse traiter ces demandes, et c'est à ce moment-là seulement que nous collaborons. Quand on parle de chiffrement de bout en bout, c'est vraiment de bout en bout, c'est-à-dire jusqu'au poste de l'utilisateur? Oui, parce que c'est une image que j'aime bien utiliser qui démystifie un peu le chiffrement de bout en bout, c'est la comparaison entre la carte postale et la lettre commandée. La carte postale, on écrit à quelqu'un et ensuite on l'envoie à la poste et finalement tout le monde peut le lire, tout intermédiaire peut le lire. Pas exactement sur ce type de carte postale qu'on va donner des informations financières ou de santé. Par contre, le chiffrement de bout en bout, c'est que la personne en fait qui écrit le contenu, qui peut le lire, ensuite ferme l'enveloppe. L'équivalent technologique, c'est de chiffrer, donc une série de symboles et de 0 et de 1 qui font que les données deviennent illisibles. Seulement la personne qui reçoit ce message, le destinataire, peut le décrypter. Donc c'est le principe. Est-ce que vous craignez l'informatique quantique qui, dit-on, permettrait dans le futur de faire sauter toutes ces sécurités? C'est une excellente question. Alors, on regarde les évolutions de près quant à l'informatique quantique et la sécurité quantique. Nous n'avons rien annoncé pour l'instant. Nous travaillons avec des groupes de recherche sur des nouvelles technologies de sécurité régulièrement. On a des équipes de crypto qui se focalisent là-dessus. Le but, c'est d'être toujours, notre mission est d'être toujours à la pointe de la protection des données privées et de la sécurité. Donc, si un jour, ce type d'informatique quantique devient un vrai souci, devient une réalité, nous voulons être à jour. Oui, parce que le problème, c'est qu'on peut aujourd'hui intercepter des communications, par exemple, pour les déchiffrer dans 5 ans, 10 ans ou peut-être avant. Alors ça, nous n'avons pas étudié la question en détail encore. Nous pensons qu'il y a beaucoup de valeur à chiffrer de bout en bout avec les meilleures technologies qu'on a aujourd'hui. Au bout d'un certain stade aussi, ce qui est important de se rappeler, c'est que ça devient, si on dépasse certains niveaux d'encryption, on dépasse aussi le cadre légal et ça peut être considéré comme une arme militaire presque. Donc on doit aussi opérer dans le maximum légalement possible pour chiffrer ces données. Merci beaucoup David Dudoc-Dewitt, chef produit et développement chez Proton à Genève. Merci beaucoup Jérôme. Et pour en savoir plus, rendez-vous la semaine prochaine pour l'interview intégrale de Proton et aussi de la DGSE.
Le secret, dans le numérique, c'est aussi ce qui se passe sur les réseaux et que l'on ne comprend pas toujours, notamment sur les réseaux sociaux. Sans doute êtes-vous déjà tombé sur des messages postés en rafale par des gens que vous ne connaissez pas et qui semblent s'être donné le mot pour déverser des torrents de haine, par exemple, ou de la désinformation. Beaucoup ne sont pas réels, ce sont des robots, des bots. Alors il y a les gentils bots, qui par exemple postent des messages sur l'actualité ou la météo, et les bots malveillants qui propagent de fausses informations dans un but politique ou financier. Certains sont même programmés pour prendre part à des discussions et réagir automatiquement à des mots-clés, par exemple à propos d'un fait divers ou d'une actualité internationale. Beaucoup de bots s'appuient sur de faux comptes avec des photos de profil volées ou générées par intelligence artificielle. Il y en a aussi qui récupèrent des vrais profils d'utilisateurs piratés. Ce phénomène des bots serait en pleine expansion selon les professionnels de la sécurité informatique. Bonjour Julien Bélanger. Bonjour Jérôme. Vous êtes directeur marketing de Imperva, c'est une société américaine de cybersécurité. Vous êtes basé à Los Angeles. Vous venez de publier une étude chez Imperva selon laquelle les bots représenteraient près de la moitié du trafic sur Internet. Et en plus, ce chiffre ne cesse d'augmenter. C'est-à-dire qu'on est là, on pense que ce sont des gens, des utilisateurs comme les autres. Et en fait, derrière, non, ce sont des robots. Exactement. C'est assez simple. Quand vous allez sur un site Internet comme la Fnac ou n'importe quel Internet, il y a des bots qui sont bienveillants. Okay, des bots qui vous permettent d'avoir une discussion, services en ligne, services après-vente et autres. La réalité, c'est que ces technologies-là, qui évoluent très très vite avec l'artificielle intelligence générative, donc ChatGPT et autres, ces bots-là peuvent être utilisés de manière malicieuse. Donc si un bot va créer une dizaine de milliers de comptes sur Twitter ou sur Facebook et commencer à générer ces conversations, c'est très difficile aujourd'hui de savoir si c'est vous, moi, un autre utilisateur légitime ou un bot. Et donc ces bots aujourd'hui prennent contrôle en masse des commentaires, des sites sociaux, des réseaux sociaux, et littéralement vont aller influencer en fait tous les utilisateurs. Parce qu'en réalité, un site internet comme Twitter ou Facebook ou Reddit ou tous ces réseaux sociaux, ils indexent le contenu, ils indexent les trends, ils indexent que vous regardez. Donc si vous commencez à tomber et à regarder ce que les bots créent, et qu'il y en a de plus en plus, tout votre groupe social, vos intérêts vont être en fait déterminés par les actions de ces robots. Donc c'est là où on voit vraiment les efforts de Twitter, de Facebook pour essayer de reconnaître ces utilisateurs automatisés, malveillants, et de les éliminer. Mais c'est une course qui est en fait une course aux armes, c'est-à-dire que plus vous avez d'automatisation, de pouvoir de serveurs, plus vous avez accès à des banques de serveurs qui sont très économes, plus vous allez en fait aller à l'encontre des grands acteurs comme Twitter et Facebook. Là, ça devient une guerre de celui qui va avoir le retour sur investissement le plus grand par rapport au coût le moindre. Et donc là, les attaquants généralement gagnent. Parce qu'un attaquant, il a tout le temps du monde pour arriver à aller à l'encontre de Twitter ou de Facebook. Tandis que Facebook et Twitter, ils ont quelques secondes pour réagir. Vous parlez des bots qui génèrent des conversations, il y a aussi les bots qui commentent. C'est comme ça que, par exemple, on voit dès qu'il y a une prise de parole d'un ministre ou d'une personnalité, etc., derrière des torrents de commentaires, la plupart du temps négatifs, agressifs, etc. La plupart émanent de robots logiciels. Absolument, oui. Quel que soit le média et le sujet dans le média, il y a en effet des commentaires. Et les commentaires sont majoritairement automatisés. Donc, encore une fois, de 30 à 50 à 75%, on voit des commentaires qui sont majoritairement créés par des nations. Donc, des nations qui veulent prendre un contrôle, une influence politique sur, par exemple, une réaction d'Emmanuel Macron ou d'un président ou d'un premier ministre ou d'un ministre. Ça peut aussi être des partis politiques d'autres pays. Ça peut être aussi simplement des bots qui sont des groupes anarchiques pour juste aller perturber les médias en règle générale. Mais donc ça devient vraiment difficile. Et je pense que dans les 10 prochaines années, malheureusement, ça va devenir de plus en plus difficile. Ce qu'il faut réaliser, c'est que les bots malveillants,
on les connaît et on les reconnaît maintenant depuis une dizaine d'années. À l'échelle de notre culture, c'est 1 seconde, c'est 1 milliseconde. Les 10 prochaines années, ça va encore s'accélérer de plus en plus, puisque avec l'intelligence artificielle générative, on se retrouve avec Qu'est-ce que ça va changer? Le contenu va être meilleur, le contenu va être plus authentique. Aujourd'hui, on a des techniques pour pouvoir reconnaître ce qui a été généré par une artificielle intelligence basique, mais si l'artificielle intelligence devient de plus en plus rapide et s'autogénère, on a de plus en plus en fait de mal à détecter qui est un robot de qui n'est pas un robot. Donc là où il va falloir être de plus en plus intelligent, c'est de reconnaître les techniques pour accéder au site internet en tant que robot. Les robots aujourd'hui, ils ont besoin d'accéder en masse, en règle générale, et de manière très rapide. Donc ça veut dire pouvoir accéder de sources IP, qui vont tourner très rapidement. Ça veut dire qu'ils vont venir de réseaux en masse avec très grande fréquence. Ça, on arrive à le reconnaître. Maintenant, pour moi, le bot le plus dangereux, c'est le bot qui va prendre son temps. C'est le bot qui va aller imiter un utilisateur pendant une journée, 2 jours, 10 jours, 1 mois, et qui va vraiment se faire passer par un utilisateur et qui va en créer comme ça une dizaine, une vingtaine, une centaine, et qui grossit comme une population humaine, en fait, sur un site internet. Ces bots-là vont être de plus en plus difficiles à détecter puisqu'ils vont avoir et le comportement humain au niveau des actions sur le site internet et la capacité à écrire et à communiquer comme un être humain aussi. Là, on va vraiment avoir besoin de continuer à développer des techniques de reconnaissance d'intelligence artificielle. Alors là, ça va être une guerre qui va juste être passée à un nouveau niveau, c'est-à-dire l'intelligence artificielle criminelle contre la bonne intelligence artificielle et comment se reconnaître l'un et l'autre en réalité. C'est vertigineux quand on vous écoute, Julien Bélanger. Et nous, pauvres utilisateurs, dans l'histoire, qu'est-ce qu'on peut faire? On est totalement incapable de reconnaître un bot, même si on discute avec lui sur un réseau social. On est relativement incapable de reconnaître ça et en réalité, on est même en train d'apprendre à cohabiter avec les bots. On est en fait un peu éduqué pour cohabiter avec les bots puisqu'on interagit déjà tous les jours avec des bots sur les services d'après-vente client. Mais on sait que ce sont des bots, enfin la plupart du temps. On sait que ce sont des bots, mais je pense qu'on s'adapte à ça. Là, j'ai lu un article il y a une dizaine de jours sur justement des influenceurs qui utilisent leur image sur Internet, les vidéos, les enregistrements, les blogs, les différents podcasts qu'ils créent. Et avec l'intelligence artificielle, ils se recréent donc une image, une voix et une pensée. Et ensuite, ils s'envoient sur Internet. Ils se proposent sur Internet à avoir des discussions avec les utilisateurs. Donc, une personne comme vous, aujourd'hui, pour enregistrer tous vos podcasts, recréer Jérôme et offrir une subscription, donc un abonnement, où moi, Julien Bélanger, je pourrais parler avec vous sur un sujet spécifique, 1 à 1, sans avoir tout le monde. Donc là, ça va être très difficile de savoir si c'est un bot ou si c'est pas un bot. Ce qu'on peut faire, nous, pour se protéger des bots malicieux, c'est évidemment l'hygiène de base, c'est-à-dire les identifiants, les passcodes, la double authentification, ne pas utiliser les mêmes identifiants pour tous les sites internet, mais ça reste les mêmes bases. Après, ce que nous, on peut faire pour nous éduquer et éduquer nos enfants, ça reste la même chose en fait de base, c'est-à-dire avoir un esprit critique. Un bot, en réalité, ça n'est qu'une représentation d'une opinion humaine malveillante. Donc, cette utilisation malveillante, elle peut être représentée par un humain ou par un bot. La différence, c'est que le bot, il va pouvoir le faire de manière extrêmement rapide et à grande échelle. Donc, en fait, il faut avoir un peu... Pour moi, il ne faut pas paniquer et justement, il ne faut pas dramatiser le bot. À la fin, nous, humains, avons un sens commun pour juger ce qu'on lit, ce qu'on voit. Il faut l'utiliser. Et puis après, il faut à la fin, c'est l'humain qui gagne. À la fin, j'espère que c'est l'humain qui gagne. Je pense pas qu'on soit dans la Matrix ou autre. Merci beaucoup, Julien Bélanger, directeur marketing de la société Imperva. On a
attendant d'être remplacé par un bot, j'étais ravi de passer à nouveau ce moment avec vous en chair et en os. C'est fini pour cet épisode de Monde Numérique l'Hebdo. Merci de l'avoir écouté jusqu'au bout. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour les interviews en version longue, en épisodes séparés. Si vous avez écouté la version classique de l'Hebdo, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous pensez de Monde Numérique en général et de cet épisode en particulier. Comme d'habitude, n'hésitez pas à liker, à commenter Monde Numérique sur les plateformes de podcast. C'est très important, des petites étoiles par-ci par-là. Surtout, faites connaître ce podcast à vos amis. Abonnez-vous à la newsletter en allant sur le site mondenumérique.info. Je vous dis à la semaine prochaine. Salut.